Je m'appelle Gauthier Zamalik, je suis éducateur en activité physique adaptée et actuellement je travaille pour le comité départemental de sport adapté dans le 05 et ils ont pour objectif de favoriser l'accès de la pratique de l'activité physique et sportive pour les personnes souffrant de handicap psychique ou mental. Donc aujourd'hui, nous allons voir à quoi l'activité physique et sportive favorise une bonne santé mentale, en plus d'une bonne santé physique. Alors nous allons commencer par introduire quelques notions clés. Donc l'activité physique, qu'est-ce que c'est? Et le sport. Euh, on va essayer de définir les deux termes parce qu'ils ne sont pas exactement liés. Enfin, ils sont liés, mais ils n'ont pas la même définition, comme pour la sédentarité et l'inactivité physique. Et du coup, on va avoir aussi les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour les adultes. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'activité physique, elle désigne tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense énergétique. Donc, on peut dire, tant que le corps bouge, on est déjà en activité physique. Voilà, pour simplifier. Ce qui diffère du sport, on bouge aussi, hein, mais l'exercice physique ou mental est régi cette fois-ci par des règles précises. C'est quelque chose de cadré et non pas comme l'activité physique qui est plus de type loisir ou de type activité quotidienne comme le jardinage, le bricolage ou le ménage et ou des activités professionnelles. Voilà. Voilà ce qui en est pour ces deux définitions. On va passer aussi du coup à la sédentarité et l'inactivité physique. Alors la sédentarité, vous pouvez voir la définition, donc situation d'éveil caractérisée par une faible dépense énergétique en position assise ou allongée en dehors de nos horaires de sommeil. C'est environ, on estime environ à 6-7 heures qu'on est dans la sédentarité, alors que l'inactivité physique, elle est définie comme un niveau insuffisant d'activité d'intensité modérée à élevée. Donc, c'est vraiment en dehors du seuil recommandé par l'OMS. Voilà. Donc, il y a une forte augmentation de la sédentarité aujourd'hui par rapport aux emplois tertiaires, donc l'augmentation des déplacements inactifs et l'essor du numérique. Or, l'activité physique est un déterminant majeur de l'activité, enfin de l'état de santé des individus et des populations à tous les âges de la vie. Selon l'OMS, la sédentarité est même le quatrième facteur de risque de mortalité au niveau mondial. Donc, c'est quand même assez important de travailler là-dessus. S'il te plaît, tu peux. Oui. Oui, merci. Alors, on en vient du coup aux recommandations de l'OMS. Donc, elle en dit que 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée ou à moins de 75 minutes d'activité d'endurance, cette fois-ci d'intensité soutenue, ou une combinaison équivalente des deux. Celle-ci, à chaque fois, l'activité doit dépasser 10 minutes consécutives minimum. Sinon, le corps n'aura pas assez de temps pour commencer ben, à produire l'énergie et à brûler certains sucres ou certaines graisses. Même pas du tout. Donc, c'est très important de le faire, de faire au moins 10 minutes consécutives. Hein.
Du coup, on estime à peu près à 30 minutes par jour pendant 5 jours. Donc, il y a 2 jours où on peut se reposer et on est fatigué, mais au moins ça. Et il y a bien sûr des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes musculaires au moins 2 jours par semaine. C'est très important. Donc, les 10 000 pas par jour, bon, c'est à peu près équivalent à 30, même peut-être 45 minutes de marche à peu près par jour, sans s'arrêter. C'est le mieux. Mais pour en retirer des bénéfices supplémentaires, on peut essayer, en tout cas dans la tranche d'âge entre 18 ans et 64 ans, on peut aller jusqu'à 300 minutes par semaine, ce qui est vraiment qui va vraiment augmenter les bienfaits et les bénéfices pour notre corps. Ou pratiquer 150 minutes, mais cette fois-ci avec une intensité assez soutenue. Bon, toujours pareil, on peut combiner un peu les deux, euh, les deux degrés, les deux intensités. Voilà. Pour au niveau senior, donc au-dessus des 64 ans, en complément, la pratique d'activités variées et à plusieurs composantes qui mettent l'accent sur l'équilibre fonctionnel, c'est très important, et des exercices de force d'intensité modérée à supérieure. Donc ça, il faudrait en faire au moins 3 fois par semaine ou davantage, si possible, afin d'améliorer nos capacités fonctionnelles et de prévenir aussi les chutes. Tu peux, Ouais. tu peux passer à la suivante. Juste, j'ai une petite question par rapport au nombre de pas par jour. Est-ce que toi, tu recommanderais un minimum? Enfin, qu'est-ce que Alors, serait le minimum? Parce que 10 000 pas, c'est le max qui est c'est recommandé. Mais en réalité, souvent, c'est difficile d'atteindre les 10 000. C'est c'est vrai, c'est assez compliqué. Après, dans la journée, on a quand même, enfin, on a tendance à marcher, même quand on se lève pour aller déjeuner et tout ça, ça se fait assez rapidement. Mais en vrai, le chiffre exact, c'est de 6500 pas par jour qui est recommandé par l'OMS. Voilà. D'accord. Donc là, c'est surtout une petite image pour vous montrer un peu les différentes, on va dire, intensités. Donc, au début, au repos, assis ou allongé, on est dans la sédentarité. Euh, Quand on est debout, on est déjà un peu plus actif que quand on est assis, hein. Mais voilà, du coup, ça reste quand même une, euh, une augmentation très, très peu de la respiration et encore moins de la transpiration. Modéré, c'est quelque chose un peu plus poussé, où là, on va commencer à vraiment bouger, se dépenser, hein, clairement, euh, mais à une intensité où on est quand même, où c'est quand même possible de parler facilement et de créer des phrases vraiment, voilà, sans difficulté. Vigoureuse, je le mettrais plus au niveau soutenu, on va dire. On arrive dans le soutenu. Et là, ça va être un peu plus difficile de parler. La respiration se fait elle est un peu plus présente, un peu plus poussée. Là, on va commencer un peu plus à transpirer. Et le maximum, bon, là, pour parler ou faire une phrase, c'est beaucoup plus compliqué. La sensation est d'être vraiment au maximum de ses capacités. Voilà, pour ce qui est de ce diapo. Alors, on arrive à la partie 2, donc les bienfaits de l'activité physique et sportive sur la santé physique. On va continuer là-dessus. Donc, les principaux bienfaits, on va voir de l'APS sur l'organisme et l'APS, un outil essentiel à tous les niveaux de prévention. Alors,
Pour les principaux bienfaits de la PES sur l'organisme, donc il y a vraiment beaucoup, là j'ai mis juste les principaux. Vraiment, il y en a beaucoup plus que ça. Là, on peut parler de stabilité pondérale, prévention des maladies cardiovasculaires, la prévention du diabète de type 2, réduction de cancer, l'augmentation de force musculaire, santé et solidité des os, ce qui est très important, que ce soit chez les jeunes ou chez les personnes âgées. L'amélioration du sommeil, améliorer aussi la cognitive, enfin les effets de cognition. Ensuite, on a aussi l'équilibre hormonal, on va voir un petit peu tout à l'heure, et le renforcement de l'immunité. Voilà. Donc, par ailleurs, l'activité physique et sportive est reconnue comme une thérapeutique non médicamenteuse par l'OMS, enfin, l'HAS plutôt, depuis 2011. Bon, l'OMS aussi, hein. L'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. Oui, Voilà. exactement. Donc, il y a aussi le sport sur ordonnance qui existe depuis 2017 dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection, d'une ALD ou affection de longue durée. Le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie de la personne et aux capacités physiques et au risque médical du patient. Voilà ce que je peux en dire là-dessus. Attention, plusieurs mutuelles proposent des forfaits de remboursement de l'activité physique adaptée, mais le sport sur ordonnance n'est pas remboursé par la CPAM pour le moment, en tout cas. Voilà. Je passe. Oui, s'il te plaît. Donc, pour ce qui est des préventions, donc on a la prévention primaire. Donc, comme il est écrit, c'est agir sur les facteurs de risque. Donc, l'APA peut intervenir avant la maladie, en fait. Donc, par exemple, la prévention des troubles musculo-squelettiques, par exemple. Vraiment dans énormément de domaines de prévention sur avant la maladie. La prévention secondaire, cette fois-ci, c'est prévenir le dommage. Donc là, l'APA peut intervenir dans le cadre du parcours de soins d'une maladie, donc pendant celle-ci, donc plutôt au début de la maladie. Donc le programme d'APA pour une personne, par exemple, qui a un syndrome métabolique, par exemple. Donc en gros, c'est un ensemble de signes physiologiques, par exemple, surcharge pondérale qui accroît les risques d'avoir un diabète, des maladies cardiovasculaires ou d'AVC. Et pour finir, la prévention tertiaire, donc limiter les dommages. Là, on va être, pour ce qui en est de l'APA, après la maladie pour atténuer certains symptômes, comme par exemple suite d'un cancer. C'est pour éviter de rechuter. Ça peut aider. Certains cancers sont même... il y a vraiment des bonnes statistiques là-dessus. C'est-à-dire que pour le cancer, par exemple, du sein, on a entre 20 à 50%, si je ne dis pas de bêtises, de éviter une récidive. Donc, ce qui est vraiment pas... Pas négligeable. Voilà, merci. Pas négligeable. Les bénéfices de l'exercice régulier d'une activité physique et sportive sont aujourd'hui pleinement reconnus. Aussi, les actions favoriseront les interventions en prévention primaire pour maintenir le capital santé de chacun. En prévention secondaire et tertiaire pour agir à minima en appui en cas de dégradation de l'état de santé et
optimiser le parcours de soins des personnes atteintes de maladies chroniques, des patients souffrant d'affections de longue durée, du coup, et des personnes en situation de handicap. Alors, Voilà. dire sur ce que tu dis, du coup, nous, à la mutualité, on propose des ateliers de prévention. Et donc, on met en place des ateliers équilibre et prévention des chutes, donc en lien avec l'activité physique. Donc là, justement, ce sont des ateliers de prévention primaire. Donc, ça va être pour des personnes en bonne santé qui n'ont pas forcément de gros problèmes, mais qui veulent conserver leur autonomie et leur capacité physique le plus longtemps possible. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à contacter la mutualité française, soit des Bouches-du-Rhône, soit du Var, soit des Alpes-Maritimes, en fonction de là où vous habitez, et vous renseigner un petit peu sur les ateliers équilibre qui sont mis en place dans votre département. Voilà. Donc, si vous avez besoin de renseignements ou des coordonnées, vous pouvez me contacter moi ou aller directement sur le site de la mutualité. PACA. Voilà, c'est aparté. Super. Merci. Donc, on arrive à du coup la partie 3, les bienfaits de l'activité physique sportive sur la santé mentale. Donc, on va voir, on va déjà la définir pour un premier temps. Ensuite, les relations entre les APS et la santé mentale. Donc, voir un petit peu ce qui est intéressant, les mécanismes, un petit peu les effets et les différentes caractéristiques. Donc, on va voir tout ça et on terminera par une petite conclusion de fin pour voir un petit peu, enfin voilà, pour mettre des mots-clés là-dessus. Alors, du coup, la notion de santé mentale recouvre un champ très large qui renvoie à un état d'équilibre individuel et collectif et qui permet aux personnes de se maintenir en bonne santé mentale malgré les épreuves et les difficultés. Donc ça, c'est la définition de l'ARS. Donc, il faut tout de même faire attention de différencier le trouble psychique et trouble mental, qui est assez, comment dire, il y a une différence entre les deux. Des fois, comment dire, on se trompe un petit peu et on met tout dans la même case. Il faut faire juste un petit peu attention, mais les, voilà. Mais ça peut se dire et on le comprend, en tout cas. Donc, tout au long de notre vie, nous sommes à la recherche d'un équilibre. Ça, on va en reparler, parce que l'équilibre va être très important au niveau de la santé mentale. C'est même un équilibre, en fait, qui fait que on est avec, on est avec des troubles mentaux ou des troubles psychiques. Ça, on en revient tout à l'heure. Enfin, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, entre nos ressources internes ou externes. Donc, interne, c'est vraiment au niveau de l'estime de soi, par exemple, ou externe. Donc là, ça va plus être socialement. Donc, les liens sociaux et les obstacles, donc internes et ou externes, que nous rencontrons lors de notre vie. Petit chiffre. Donc, une personne sur trois vivra avec au moins un trouble psychique au cours de sa vie. Donc, ce qui est vraiment énorme. C'est pas quelque chose on va dire, sur le moment, c'est peut-être négatif, mais c'est quelque chose d'assez, on va dire, classique. Voilà, pour vraiment avec des guillemets. S'il te plaît, tu peux changer de slide. Merci. Donc, les troubles mentaux, le trouble mental est un état de santé qui se définit par des changements qui affectent la pensée, l'humeur et le comportement d'une personne, ce qui perturbe son fonctionnement et lui entraîne de la détresse. OK. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Donc, on a le stress post-traumatique,
des troubles de la personnalité limite, des troubles psychologiques, troubles de l'humeur, troubles, les TOC, voilà, et troubles anxieux, par exemple. Donc ça en est une petite partie. On peut en trouver vraiment beaucoup plus et beaucoup plus précis sur l'OMS, sur le site de l'OMS, par exemple. Ou même sur Amélie, hein, ils font souvent des petits apartés pour expliquer tout ça. Voilà. Ouais, s'il te plaît, tu peux changer de diapo. Merci. Donc là, comme on en parlait tout à l'heure, on parlait un petit peu justement de balance. Avant, on mettait santé mentale tout en haut et troubles mentaux tout en bas. En gros, si on avait des troubles mentaux, ben, la santé mentale était basse. Ça a évolué depuis les années 80. Et là, on va ajouter justement, on va distinguer santé mentale et troubles mentaux. Parce que on peut avoir des troubles mentaux et avoir une bonne santé mentale, tout comme le contraire, hein. Il faut quand même faut bien se mettre ça en tête. C'est que c'est vraiment une balance qui va jouer entre santé mentale et troubles mentaux. Une journée sur l'autre, on ne va pas forcément être on va dire, de bon poil. Euh, des fois, on va vraiment être au plus bas, alors que d'autres moments, on va être un peu plus, beaucoup mieux et sans stress ni les tracas, on va dire, qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. Petit aparté, donc souvent, c'est les groupes de personnes les plus touchés, ce sont les adolescents et les moins de 30 ans. Cette période est assez charnière, on va dire, très, c'est là où on va se créer une personnalité, c'est là où on se crée en tant que personne, et c'est aussi là qu'on va commencer une nouvelle vie dans la vie active. Et c'est souvent ici que certains signes apparaissent de troubles psychiques, par exemple. Donc, c'est à peu près 75% des affections psychiatriques débutent avant 25 ans et la moitié d'entre elles avant 15 ans. C'est pour vous dire que vraiment, ce moment-là est quand même assez important pour la vie future, on va dire, et pour se construire tout à fait. Les troubles psychiques peuvent avoir des conséquences à long terme, avec plus de vulnérabilité, des personnes atteintes qui ont plus de risques de souffrir, donc par exemple de l'exclusion sociale, difficultés scolaires, on peut avoir aussi, on peut en retrouver, et le comportement à risque, répercussions sur la santé physique également. Souvent, quand quelqu'un est déprimé, il veut plus sortir de chez eux, hein. Ils restent dans leur, même dans leur lit, ils ne s'alimentent pas forcément correctement. Du coup, au niveau de la santé physique, il y a une répercussion. Du coup, on attend la définition de santé mentale exclusivement par l'absence de troubles mentaux. C'est vraiment ce qu'on croyait. Donc, vraiment, maintenant, on voit qu'il y a une balance entre tout ça et qu'il faut faire très attention pendant ces années, on va dire, charnières de l'évolution de l'homme. Voilà. Donc, l'absence de troubles mentaux n'indique pas une santé mentale optimale. La présence de troubles mentaux ne signifie pas forcément, du coup, une santé mentale faible. Tout état inférieur à une santé mentale optimale est associé à un niveau de fonctionnement réduit que la personne souffre ou non des troubles mentaux. La santé mentale n'est pas un état statique.
On peut être, du coup, comme je l'ai dit, bien en bonne santé mentale aujourd'hui, mais demain, peut-être pas. S'il te plaît, tu peux changer de diapo. Merci. Donc, la relation entre l'APS et la santé mentale. Donc, on va voir un petit peu la dose et réponse. Donc, toujours dans avec le même mot, l'équilibre. Donc, il existe une relation dose-réponse entre la paix et la santé mentale. Bénéfice pour la santé mentale est de réduire des risques de troubles mentaux sont observés à mesure qu'augmente l'APS. Donc, souvent, plus on va se plonger dans notre activité physique sportive, plus on va moins développer des troubles mentaux et réduire du coup ces risques-là. Mais on voit aussi que même à faible niveau, l'APS a quand même des bénéfices sur la santé. Souvent, même une fois par semaine, on voit qu'il y a enfin, des effets bénéfiques là-dessus. C'est quand même, voilà, on sort, on se défoule physiquement pour relâcher un petit peu la pression qu'on a eue soit pendant la journée, soit pendant la semaine. Voilà, c'est quand même assez important de pouvoir le faire. Par contre, il y a quand même, il a été montré que le surentraînement, cette fois-ci, peut augmenter le risque de troubles anxieux et dépressifs. C'est-à-dire que si on part trop loin dans l'entraînement et qu'on reste vraiment focus sur un objectif qu'on veut absolument atteindre et qui n'est pas forcément atteignable rapidement en tout cas, on va se mettre une pression, on va engendrer des troubles un peu anxieux, de stress, qui sont du coup négatifs sur la santé. Et on peut même passer dans de la dépression parce que on n'arrive pas à évoluer comme on l'aurait voulu et ça nous pose un poids supplémentaire en plus de ce qu'on a vécu dans la semaine ou en dehors, en tout cas, de l'activité physique. S'il te plaît, tu peux changer de diapo. Merci. Alors, du coup, là, on va parler des caractères hédoniques, donc un peu au niveau du plaisir et le social, qui est deux éléments quasiment indispensables euh, dans l'activité physique. Donc, le plaisir, c'est un mot qu'il faut vraiment avoir dans sa tête quand on va choisir son activité. Si on n'aime pas marcher, on ne va pas se forcer à aller marcher. C'est vraiment, on en tirera moins de bénéfices que si on a vraiment l'envie et qu'on a ce plaisir-là. Donc, je vais placer quelques mots un peu plus complexes, on va dire. Donc, on va différencier en fait la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est-à-dire c'est le vrai plaisir, c'est ce qui nous fait le vrai plaisir de l'activité, qui nous motive à y aller. C'est quelque chose voilà, qui nous donne envie et c'est vraiment la base, on va dire, posée sur le plaisir de l'activité. Et à contrario, on a la motivation extrinsèque, donc pratiquer par exemple une activité par obligation. Par exemple, quelqu'un de notre famille nous a dit, nous a inscrit à un truc, enfin, à une activité qu'on n'a pas forcément envie de faire parce que on a un objectif par exemple, de perte de poight, qu'on va se donner
de stress là-dessus, trop de pression en fait, ou même la pression sociale qui nous dit, voilà, le critère physique, c'est d'être musclé, alors il faut que je sois musclé. Voilà, tout ça, c'est une motivation extrinsèque et ça ne peut pas fonctionner tout au long de notre vie. On va souvent derrière se réfugier dans quelque chose qui est négatif par rapport à l'activité qu'on fait, par exemple. Donc, les liens sociaux, l'effet de groupe, on en vient du coup, et aussi un point clé. Elle peut être négative comme positive. Hein. Euh, être arriver dans une équipe qui est déjà toute faite où on ne sait pas trop les règles, on apprend en fait. Et souvent, les personnes qui ont déjà un niveau au-dessus d'une autre vont se moquer, voilà, vont prendre plaisir à un peu isoler la personne. Mais à contrario, il existe aussi bien sûr, pas tous les groupes sportifs sont comme ça, en tout cas, je l'espère. Euh, donc, on va créer une valeur un peu plus ajoutée à l'APA, enfin, en tout cas, l'activité physique sportive, qui va renforcer cette motivation. Par exemple, on peut se dire, j'ai une amie qui va à tel sport, j'aime bien ce sport, ça nous motive à y aller. On sait qu'on va pouvoir passer un bon moment avec quelqu'un et tout en faisant un sport qu'on aime. Voilà. C'est également pour rompre l'isolement et, euh, et, et rompre aussi les risques de dépression derrière. Souvent, les personnes âgées vont s'isoler, vont rester chez soi parce que voilà, ils sont soit tout seuls, ils ont juste pas envie de sortir, pas de motivation. Et ben, le lien social, ça peut être un effet bénéfique pour pouvoir faire au moins le premier pas vers, vers, vers une activité sportive. Voilà. Merci. Donc là, on en vient aux trois mécanismes principaux liant l'activité physique et sportive et la santé mentale. Donc, biologique, oui, on a le premier mécanisme, donc c'est biologique. Effectivement, l'effet combiné de deux phénomènes, donc la sécrétion de monoamine, c'est l'effet antidépresseur, régulation de l'humeur. On peut aussi dire, on peut donner un exemple, voilà, la sérotonine, c'est l'hormone un peu de plaisir, et l'endorphine, effet analgésique, donc un peu qui vient en antidouleur, anti-stress, et nous procure une euphorie pendant qu'on court. On est souvent, même si on est au bout de ce qu'on peut donner, des fois, on se sent bien. On se sent bien, on se sent plus fort. Et c'est cette sécrétion qui va nous faire ressentir tout ça, quoi. Et du coup, derrière, on a aussi une augmentation de la température corporelle, ce qui est logique quand on pratique une activité physique, euh, qui va améliorer une circulation, la circulation sanguine au niveau du cerveau. Donc, ça, c'est assez important. En fait, grâce à ça, on a une régulation hormonale qui se fait mieux, donc une diminution de la réactivité physiologique du stress, ce qui diminue donc le risque d'apparition des troubles psychiques. Euh, c'est, euh, Ça, c'est les travaux de Nice, donc NICE, qui ont montré ça et qui ont prouvé, qui ont montré ce bienfait-là, en tout cas au niveau biologique. Et du coup, en particularité, enfin, en particulier, donc par rapport aux troubles psychiques, on a aussi les troubles anxieux et dépressifs qui sont, on va dire, repoussés.
s'il te plaît, tu peux. Alors là, du coup, deuxième mécanisme, donc psychologique. Donc, comme on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, la pratique régulière d'activité physique et sportive engendre un renforcement de l'estime de soi. Si on ne va pas trop loin, c'est-à-dire si on ne va pas sur le surentraînement dont on parlait tout à l'heure, on va se sentir déjà plus fort, mieux dans son corps. On va mieux ressentir son corps, on va mieux le connaître, on va connaître aussi nos limites. Donc derrière, on aura un sentiment d'auto-efficacité par rapport au fait que justement, on se sent plus fort et de contrôle de soi, donc vraiment le fait qu'on connaisse mieux son corps, toujours. Et l'interruption des pensées négatives associées au stress, toujours dans le même principe que tout à l'heure. Donc, au niveau social, donc, troisième mécanisme, le renforcement du soutien social et de l'intégration sociale qui donne à l'individu les moyens et les ressources nécessaires pour gérer le stress et les aléas quotidiens, par exemple. Donc, vraiment, le fait d'avoir un groupe, créer des liens sociaux, c'est quelque chose quand même qui nous permet de continuer. C'est une aide, en fait, derrière de pouvoir, euh, de pouvoir continuer et d'avoir une pratique régulière et saine. Voilà, s'il te plaît. Merci. Donc, la relation entre l'APA et la santé, toujours pareil. Comme on l'a vu chez les adolescents et les jeunes adultes, l'activité physique a été identifiée comme un facteur protecteur contre la dépression et le suicide. Euh, chez les personnes âgées, c'est la pratique d'activité. Donc, pour les jeunes, on en a un peu discuté tout à l'heure. Donc, c'est là aussi où vraiment c'est la création d'une nouvelle personnalité, un façonnage en fait. Donc c'est quand même un moment de la vie extrêmement important. Mais également chez les personnes âgées, la pratique d'activité physique d'intensité modérée à régulière et régulière surtout permet de retarder le déclin des capacités fonctionnelles et cognitives tant que chez les personnes en bonne santé que chez celles atteintes de maladies chroniques. On le voit que la santé mentale a un effet aussi sur le fait, a une relation avec euh, l'autonomie. Euh, Quand on va se sentir baissé au niveau du mental, on va vouloir moins sortir, moins se renseigner, moins lire, on va réduire son champ d'activité petit à petit et tout ça va nous créer, en fait, on va se renformer, mince, on va se, se mettre dans une bulle et on va rester assez. Euh, on sera plus entouré en fait. On va rester isolé, voilà, de tout ça. Des études épidémiologiques confirment que l'activité physique est associée à une prévalence plus faible des troubles anxieux, des troubles dépressifs et des troubles du sommeil. Euh, Par rapport à ce que je disais, s'enfermer et rester chez soi, on a un déclin qui va se faire au niveau et au niveau de l'autonomie. Du coup, elle va également baisser parce que voilà, on fait plus ce qu'on faisait auparavant. On va un peu briser euh, un,
un circuit qu'on avait l'habitude de faire et on va on va rester dans cette bulle et pas pouvoir, enfin, sortir, pas s'épanouir dans d'autres activités, par exemple. S'il te plaît. Voilà, donc on arrive au niveau de la conclusion. Donc l'activité physique et sportive est un déterminant de la santé physique et mentale à part entière. Donc pour une meilleure santé mentale, comme on a pu le voir, choisir un sport qui vous plaît, c'est vraiment une base pour moi, je dirais, et vraiment indispensable pour vraiment continuer. Il faut prendre du plaisir. Si on fait quelque chose comme on l'a dit, par nécessité, enfin par obligation, derrière, on est sûr ça va pas durer éternellement. C'est pas quelque chose qui va nous maintenir en haleine, qui va nous maintenir dans une bonne atmosphère et on va péter, vulgairement, on va péter quoi. On va décrocher. Donc, il y a aussi pratiquer une activité adaptée. Donc, avec la règle des 3 R. Alors, la règle des 3 R, c'est raisonner. Donc, il faut que notre activité, l'intensité soit raisonnée, soit cadrée. On ne va pas faire une activité qu'on avait l'habitude de faire à 17 ans si on en a, je ne sais pas, 50. Il y a toujours une différence. Il faut pouvoir toujours adapter son activité à l'âge qu'on a. Tout, au début, par exemple, quand on était plus jeune, on avait besoin quoi de 20 minutes pour s'échauffer. Maintenant, à 30 ans, on va devoir mettre plus longtemps pour s'échauffer, 30 à 40 minutes d'échauffement. C'est aussi un ressenti qu'il faut avoir, mais voilà, il faut que ça soit régulier et il faut que ça soit adapté surtout. Le deuxième R, c'est raisonnable. Donc, quelque chose de raisonnable, c'est ne pas partir dans tous les sens. Il faut quand même pouvoir réaliser ce qu'on projette. Et du coup, régulier, ce qui est aussi un mot très important pour maintenir son corps en bonne santé et même, du coup, comme on a vu, son esprit. Hein. Donc, alors, le prochain point, c'est pratiquer en groupe avec des collègues, la famille, les amis, clubs, associations. Je dirais que c'est quand même un élément également très important. Le groupe peut nous faire nous donner envie. Quand on est voilà, quand on est un peu plus isolé, on commence la vie active ou quand on a du temps libre mais on ne sait pas quoi faire, le pouvoir faire, par exemple, un peu sortir en famille, faire une petite randonnée avec des amis, se dire, tiens, pourquoi pas ce week-end, on va faire une excursion, on va marcher un peu. Voilà, même au niveau des clubs, bon, là, c'est un peu, on va dire, payant d'habitude, mais derrière, on est sûr de pouvoir échanger et interagir avec des personnes quasiment tout le long de notre pratique, ce qui va nous donner déjà de pouvoir voir de nouvelles personnes, de nouveaux individus, c'est important aussi, et derrière, de se sentir quand même plus serein, mieux dans son activité. Et du coup, pour finir, privilégier un environnement où vous vous sentez bien et en confiance. Effectivement, si
vous avez peur de l'eau ou si vous ne savez pas nager, voilà, évitez la natation, quoi. Ou ce genre d'activité, par exemple, l'aquagym, par exemple. Si on n'aime pas forcément l'eau, on évite ça. Mais si on préfère voilà, un environnement plus, on va dire, où il n'y a plus rien en termes de civilisation, en tout cas, où on est dans nos montagnes, où je donne l'exemple de montagne parce que je suis dans les Hautes-Alpes, mais voilà, on peut aussi très bien trouver un coin assez tranquille dans un parc qui n'est pas forcément beaucoup emprunté ou voilà, où il y a peu de personnes pour se sentir aussi bien et en confiance. Donc, c'est aussi important de trouver un bon environnement. Il y en a qui ne supportent pas forcément de rester dans une pièce, ce que je peux totalement comprendre. Hein. Ce n'est pas forcément très rigolo de faire du renforcement à l'intérieur. Par contre, bah, si dans un parc, il y a souvent des structures un peu sportives, et ben pourquoi pas se dire avec un collègue, un ami, la famille, comme on l'a dit tout à l'heure, le faire en extérieur, par exemple. Voilà. Et faire peut-être ces activités d'endurance comme de la marche, du vélo en extérieur. Et si vous avez un vélo elliptique, c'est bien quand il fait mauvais. Mais si vous avez la possibilité de sortir et prendre l'air, c'est mieux. Voilà. J'en termine là. Si du coup il y a des questions, si je ne sais pas si. Je te remercie, Gauthier, pour cette présentation complète. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit vous pouvez les envoyer dans la discussion, sinon vous pouvez prendre la parole. On n'est pas nombreux dans la conférence. Donc, on a un petit temps pour répondre aux questions. Alors, moi, je vais vous envoyer du coup le lien pour répondre au questionnaire de satisfaction en ligne. Mais en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez peur de parler, il n'y a pas de souci. Hein, il y a la discussion, il y a de quoi écrire. Je peux me Oui. permettre, hein? Oui. Je ne sais pas où on lève la main. Je n'ai pas trouvé où on lève la main. J'ai réactivé mon micro. Donc, ça confirme bien enfin, ce que je vis. Par contre, je n'ai pas compris votre balance au niveau du trouble mental et santé mentale, avec, sans. Là, j'étais un peu perdue. Quand vous avez fait donc, santé mentale élevée, santé mentale faible, là, je vous avoue que si tu peux oui, si tu peux retourner, je crois que c'était la 8. Voilà. Oui, celle-ci. Là, je n'ai pas compris. Alors, en fait, avant, on pensait que la santé, comment dire, une bonne santé mentale. Une bonne santé mentale, c'était ne pas avoir de troubles mentaux. Et en fait, lors des années 80, on a pu constater que c'était pas seulement ça. C'est pas parce que justement on a des troubles mentaux qu'on va avoir une santé mentale faible. Parce que ce que je veux dire, c'est que on peut avoir des tracas de la journée, dans la journée, donc notre balance va être va descendre vers, par exemple, présence de troubles mentaux, mais à l'inverse, par exemple, notre santé mentale, elle peut rester dans le positif, au-dessus, comme vous pouvez le voir, entre chaque flèche, il y a par exemple écrit santé mentale élevée avec troubles mentaux. On peut du coup avoir une santé mentale correcte, élevée, avec des troubles mentaux. Des personnes, par exemple, qui sont bipolaires, ils n'ont pas forcément, ils le réalisent pas forcément, ils le voient pas.
C'est plus les personnes à côté qui vont se dire, tiens, il y a quelque chose. Mais la personne en soi, elle se sent bien, elle. Je peux aussi parler des schizophrènes, par exemple. Vont se sentir des fois dans des états de crise euh, et où là, on va avoir un impact sur la santé mentale et sur les troubles mentaux, du coup. Mais parfois, le plus souvent, ils vont se sentir extrêmement bien et par contre avoir des troubles mentaux. C'est-à-dire qu'ils sont schizophrènes, mais qu'ils n'ont pas de crise, ils se sentent bien, ils sont tout à fait euh, bien dans leur basket, donc il y a pas Oui. de... D'accord, merci. C'est notre réaction personnelle, en fait, qui fait que quand on réagit, ben, ma foi, ça se passe mieux et on... Voilà. Par exemple, je peux aussi vous donner l'exemple de TOC. Quand on a des TOC, c'est pas forcément, c'est pas négatif en soi. C'est par exemple, on va éteindre 2 fois la lumière quand on sort de son appartement. Bon, ok, niveau énergie, c'est pas cool, mais en soi, c'est pas, on va pas dire que notre santé mentale est faible. Vous voyez ce que je veux dire? On a Oui, des troubles, mais on n'est pas mal au niveau de cette santé. merci. Merci, ça m'a éclairé. Je- mais je vous en prie. Oui, trouble, mais voilà, mais pas de... Oui, d'accord, d'accord. Merci. Il n'y a pas de souci, mais si vous n'avez pas compris ou Non, mais autre chose ou oui, quoi, il y a, oui, ça m'a remis les idées en place parce que là, je vous avoue que j'étais un peu perdue. Merci, pas de souci, excusez-moi. pas de souci. Mais merci pour votre question en tout cas. J'espère y avoir correctement répondu. En tout cas, j'ai essayé d'imager un peu plus. Super, merci. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas s'il y en a dans la discussion. Non. Non. Donc, il y a une personne qui te remercie pour cette conférence, qui appliquait déjà ses conseils et ça l'a confortée dans ce qu'elle faisait déjà. Bah, très bien. J'aimerais bien intervenir, s'il vous plaît. Oui, je Oui. vous en prie. Alors, je suis très sensible à la jeunesse, parce que maintenant, je suis dans l'autre camp et vers le bout. Euh, En apprenant et en découvrant toutes ces notions au fur et à mesure, je me demande, surtout pour l'équilibre santé mentale, santé physique, est-ce qu'il y a des actions de prévention au niveau des jeunes dans l'école, dans les collèges, puisqu'apparemment, il y a beaucoup de choses qui se déclenchent à cet âge-là. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues ou qui sont entreprises pour associer le mental et le physique et l'expliquer surtout à tous Alors, ces jeunes qui en auraient besoin? oui. Là, en fait, on a créé une nouvelle action de prévention justement qui s'appelle, qui est en fait un lien entre la santé mentale, l'activité physique et tout ce qui va être alimentation, image de soi, rapport au corps. Donc, on a créé une nouvelle action qu'on souhaite justement déployer peut-être dans les collèges, lycées, auprès des étudiants. Donc, c'est une action qui pour voilà, tout public, mais avec un petit focus sur les jeunes. Parce que maintenant, c'est vrai que il y a beaucoup de problèmes en fait de rapport à l'image de soi, de confiance en soi, dû à tout ce qu'on voit avec les réseaux sociaux, etc. Donc, on a créé une nouvelle action en fait sur cette thématique. Voilà. Oui, ça répond à ma question, c'est bien. D'autant que je trouve que c'est cette population qui va avoir à affronter des problématiques qu'on ne connaissait pas et Oui. qui ne seront pas forcément plus faciles. Mais je vois, enfin, on a nos jeunes autour de nous, nos enfants, nos neveux, enfin, tous nos jeunes. Et vraiment, ça serait dommage de passer à côté et de ne pas leur communiquer ce qu'on sait maintenant. C'est d'une exigence, c'est du niveau de l'exigence. Oui, tout à fait. C'est pour Voilà, ça qu'on a créé merci. cette nouvelle action et
Il y aura sûrement une conférence aussi en ligne sur cette thématique, donc vous verrez passer les informations au moment voulu. Mais rentrer dans les collèges, rentrer dans les écoles, sensibiliser tout ce qui est de l'enseignement, de la formation. Je trouve que ça va être un enjeu capital parce que nos jeunes ils vont être... Voilà, on ne pourra pas les aider parce qu'on ne connaît pas ces problématiques et on sera peut-être certainement plus là. Et voilà, moi, je me sens un peu désemparée pour eux. Après, ils ont plein de ressources aussi, mais voilà, je me fais fort de le crier, de le dire. De toute façon, je pense que sur tout ce qui est santé mentale, il va y en avoir de plus en plus des actions de prévention. Que c'est vrai qu'on observe que, de plus en plus, en tout cas, les gens le montrent et le disent qui vont pas forcément très bien d'un point de vue santé mentale et ils osent de plus en plus en parler. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus d'actions qui vont être déployées sur cette thématique. Quand on voit le nombre d'autisme, le nombre d'autistes croissant, d'hyperactifs, de gens qui ne savent plus qui ils sont et pourquoi, pour moi, ça m'alerte énormément quand je vois le discours des jeunes. En plus, j'ai été sensibilisée par un jeune qui est en Sciences Po et ils ont vraiment une vision de la société qui est, comment dirais-je, difficile à appréhender pour quelqu'un de ma génération. Et ça va être, à mon avis, en plus des facteurs déstabilisants au niveau de l'identité et tous ces problèmes-là. Donc oui, le sport, oui, l'activité physique, oui, la cohérence mentale et tout ce qu'on peut faire autour. Oui. Voilà, donc voilà, je vous transmets mes ressentis, mais c'était une bonne plateforme pour moi pour essayer de le dire. Voilà. Merci encore. Merci. Bon, merci. Oui, effectivement, c'est important. C'est important d'être là et de pouvoir aussi en discuter avec ses proches. Surtout, comme vous disiez, dans au moins ce début de vie. C'est sûr que c'est important. Je vous souhaite une bonne journée. Et encore merci d'avoir participé. Merci à toi, Gauthier. Merci. Et merci à toi, Sarah. Ouais. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, c'était très bien. Merci beaucoup.